Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet pour parler toujours de la République démocratique du Congo. Le Rwanda salue la proposition d'un sommet conjoint et régional. Le Rwanda a approuvé la proposition de la tenue d'un sommet régional conjoint entre la SADC, la Communauté de développement de l'Afrique australe, et l'EAC, la Communauté de l'Afrique de l'Est. Les deux communautés vont se retrouver ces 7 et 8 février à Dar es Salaam en Tanzanie pour discuter de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. À leur demande, les deux présidents, Félix Tshisekedi pour la République démocratique du Congo et Paul Kagame pour le Rwanda, devraient normalement se voir le samedi. Alors, on envisage déjà cette rencontre. Pourra-t-elle vraiment tenir avec une rencontre effective entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, parce qu'on sait que la dernière rencontre prévue entre les deux dirigeants n'a pas eu lieu. Est-ce que cette nouvelle rencontre aura lieu et comment envisage-t-on cette rencontre quand on sait que les deux communautés ne parlent pas de la même voix? La SADC qui soutient une intervention militaire pour faire plier le M23 et l'EAC qui soutient plutôt un dialogue pour trouver une solution à la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous en parlons avec nos invités, mais je signale que nous avons été rejoints sur ce plateau par notre troisième invité, Credo Tété. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Credo et merci de nous avoir rejoints. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui sont sur le plateau et à ceux qui nous suivent. Toutes mes excuses pour ce léger retard. Merci beaucoup en tout cas à vous de nous avoir rejoints. Je veux bien vous adresser ma première question directement pour ce sujet. Une rencontre entre les deux communautés, la SADC 16 membres, l'EAC 8 membres, ils vont se voir les 7 et 8 février en Tanzanie pour discuter de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Déjà, comment envisagez-vous cette rencontre entre ces deux communautés qui ont des propositions de sortie de crise diamétralement opposées? Oui, je dirais que ce n'est pas fortuit que ce sommet soit un sommet conjoint, en ce sens que si on avait eu un sommet de l'AEC, donc on peut parler d'un penchement sur le côté rwandais, mais un sommet, oui, puisque le Rwanda est membre, et un sommet du côté de la SADC, donc on prêterait l'intention que c'est les Tshisekedi qui sont à l'œuvre. Mais moi, je crois que c'est une bonne chose qu'un sommet conjoint soit convoqué et qu'au cours de ce sommet conjoint, qu'on puisse explorer toutes les possibilités pour essayer de rapprocher les points assez extrêmes. Aujourd'hui, le sujet préoccupant entre le Rwanda et la RDC, d'un côté, il y a la RDC qui met en avant ses ressources naturelles pour dire que c'est le Rwanda qui l'agresse, mais d'un autre côté, du côté de Paul Kagame, donc c'est comme si il y a un besoin de se défendre comme contre les groupes armés ou bien contre ceux qui ont été à la base du génocide rwandais. Des FDLR qui sont FDLR. Donc là, à écouter ou bien suivre les arguments de défense de Paul Kagame, donc c'est dire ils sont dans une logique d'anéantissement de ces groupes qui étaient à la base de ce génocide rwandais. Moi, je crois que c'est toujours une bonne chose que les deux positions soient rapprochées au cours de ce sommet. Donc, il arrivera, et j'ose croire que les deux présidents même aujourd'hui, avec l'allure que prend, disons, ce conflit entre les deux pays, ont ce besoin de se retrouver pour se parler les yeux dans les yeux. Parce que il y a sur la possibilité de cette rencontre entre les deux dirigeants tout à l'heure. Non, mais du moment où c'est déjà annoncé, donc je crois qu'il y a les voies de la diplomatie qui ont été mises en œuvre et les voies de la diplomatie ont dépassé l'espace EAC et puis SADC parce que c'est tout le continent africain qui est aujourd'hui préoccupé par ce conflit entre le Rwanda et la RDC. Donc il va falloir que tous nos voeux les accompagnent, qu'il y ait cette rencontre et qu'ils puissent se parler les yeux dans les yeux et que les reproches soient faits pour qu'ils balisent le chemin. Mais toujours est-il que c'est vrai, il y aura des courants de pensée, il y aura des branches qui ont des intérêts, qui ne voudront pas que la paix revienne, que la paix prospère entre la RDC et le Rwanda. Louis, Horus, donc un sommet EAC et SADC, ce sera ce week-end en Tanzanie. Comment envisager
envisagez-vous ce sommet, puisque les deux communautés n'envisagent pas la solution de la même manière. Pour la SADC qui a déjà envoyé plus de 1000 soldats sur le terrain, il faut une intervention militaire appuyée pour obliger le M23 à replier et pour que la RDC retrouve son intégrité territoriale. Pour l'EAC, il faut plutôt dialoguer pour trouver une solution durable à la crise. Et c'est les deux communautés qui vont se retrouver en Tanzanie pour discuter comment une discussion est-elle possible entre ces deux communautés. Bon, pour moi, ça servira à rien. Ça servira à rien, ça sert à rien. Tout va dépendre des réalités du terrain, de ce qui se passe en termes de force, en termes de possibilités sur le terrain. Pour moi, ce qui se joue actuellement, c'est une partition factuelle du Congo. Cela fait déjà plusieurs décennies que le Congo se plaint de l'exploitation de ses ressources, du détournement de ses ressources via ces deux régions. Ça fait un bon moment. On ne parle pas de 10 ans, on ne parle pas de 20 ans, on ne parle pas de 30 ans. Et donc pour moi, ce qui se joue actuellement, c'est vraiment une sécession de fait du Congo. On ne le dira pas, on va tourner, on va utiliser le français, la langue de Donc ce sera un sommet pour acter la sécession? Pour moi, c'est un sommet qui, si vous voulez, qui est chronophage. Parce que ce qui doit être résolu de façon rapide et preste. La question est de savoir, est-ce que le Congo a les moyens de récupérer ce territoire-là? Maintenant, je pense que... Ce qui est au mains du M23. Du M23, parce que je ne vois pas le Rwanda se séparer de ce territoire-là. Pour une raison tout à fait simple. Cela fait plusieurs années que le Rwanda est en tractation. Le Rwanda a eu des tractations avec le Congo-Brazza pour du foncier. On l'oublie. Oui, il y a une raison pour cela. Le Rwanda a eu des tractations avec Tshisekedi lors de son premier mandat. Tractation qui a horripilé ce temps de rapprochement. Justement, de rapprochement qui a horripilé la classe politique congolaise qui est tombée sur Tshisekedi. Il y a une raison pour laquelle il le fait. Maintenant, stratégiquement, oui, on va procéder comme on procède de façon séculaire dans la plupart des régions du monde. On va prétester de la sécurité, on va prétester de la protection des minorités de son pays qui sont sur le territoire de l'autre. On va prétexter comment dirais-je, d'une possibilité d'attaque, ainsi de suite, comme cela se fait entre la Russie et l'Ukraine. Comme l'argument que donnait écrit dessus tout à l'heure par rapport au FDLR. Exactement. Donc on va s'en servir. Mais de façon, comment dirais-je, géostratégique, je pense que ça va plus loin que ça. Et donc, il y a une question, mettons, qui peut être discutée, mais dont personne n'aura le courage de discuter. Alors qu'en réalité, à mon sens, il s'agit de quelque chose de très simple. Moi, je pense que, et je sais que cela va choquer les gens, parce que la mode est au chauvinisme. La question qui doit être posée, c'est la question d'une possibilité de fédération congolaise incluant le Rwanda ou d'autres territoires du Grand Lac. Je sais que ça peut choquer. Vous avez justement parlé de ce chauvinisme-là. Vous voyez des Rwandais accepter faire partie d'une fédération congolaise. Le ridicule. Alors, des Congolais fait partie de cette fédération. Oui, si, je le vois et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que j'ai l'impression qu'en Afrique, on ne retient pas les leçons. Et les leçons, c'est que depuis, mettons, 10, 20 ans, on est dans la partition des États. J'ai l'impression que les gens oublient qu'on a divisé le Soudan en deux. Maintenant, on a un Soudan du Nord et un Soudan du Sud. Ce n'est pas l'avantage des Africains, ce n'est pas l'avantage du continent. L'Éthiopie a failli commettre une sécession. Elle est même dans les faits, même, il y a l'Érythrée. Et dans les faits, elle a failli connaître une sécession. Il a fallu que le ministre éthiopien soit rigoureux et violent pour pouvoir récupérer ses territoires. Sinon, l'Éthiopie est coupée en deux. La Libye est en sécession de façon factuelle. Factuellement, elle est en sécession. Le Mali, on a voulu mettre une sécession. Donc, à un moment, les États africains et les populations africaines doivent laisser une certaine forme de chauvinisme, de discours emprunté et se poser la question de savoir pourquoi les ensembles qui sont actuellement présents, on veut les casser. Actuellement, la CEDEAO, c'est plus rien. On a l'AES. Ça fait partie aussi du plan. Mais bien sûr. Une CEDEAO un ensemble sous-régional, aussi, comment dirais-je,
bancal soit-il, il est rectifiable. Les États de la CEDEAO auraient pu s'asseoir, rectifier un certain nombre de textes et ainsi de suite et avancer dans la construction, dans l'évolution. On a vu l'OUA qui s'est changé en UA et ainsi de suite. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Actuellement, la CEDEAO, elle est divisée. On a l'AES de côté et on a la CEDEAO de côté. Donc, à un moment, les gens doivent se poser la question de savoir pourquoi l'on brise les grands ensembles quand les pères fondateurs de nos indépendances souhaitait justement la réunion des ensembles. Mobutu, même dictateur, a pensé à un moment confédération des États. Barthélemy Boganda a pensé confédération des États. Modibo Keïta et Senghor ont pensé confédération des États. Même Oufoué, à un moment, a dit bon, on va faire le Conseil de l'Entente. Donc à un moment, il faut se poser la question, pourquoi veut-on briser un État en prétextant de l'incapacité? Alors je vous laisse imaginer l'insulte, c'est-à-dire l'incapacité que les gens ont à diriger cet ensemble, alors que ce pays, je répète, est plus petit que l'Algérie. Donc à un moment, je pense que au lieu de rentrer dans un processus où on est dans la sécession, il faut être dans un processus où on est dans la réunion. Je vais terminer avec un dernier plan pour répondre à ta question, mais je vais donner l'exemple du Bénin et du Niger. Qu'est-ce qui est plus humiliant pour nous? C'est pas humiliant pour nous que pour que le Niger et le Bénin, on passe par la Chine. Donc maintenant, si j'ai bien compris, il est plus facile pour un Congolais et un Rwandais de passer par un Américain et un Français, d'avoir l'injonction d'un Chinois pour se réunir, que de pouvoir se réunir eux-mêmes. C'est les communautés qui ont décidé de le faire. Ce n'est pas les Chinois, ce n'est pas les Américains. Ah non, mais les communautés, ont-ils besoin des communautés? Parce que les communautés, on sait par quoi elles sont tirées. La communauté va pourrir de façon chronologique la situation. Et malheureusement, donc ce sommet, c'est pas la solution. La solution, c'est de créer une confédération qui rassemble tout ça. Ce sommet ne peut être intéressant pour moi s'il est dans une phase de réunion. Pour moi, je dis, la région des Grands Lacs, il faut que les gens comprennent. Parce que le problème dans notre système scolaire, c'est qu'on ne lit pas l'histoire qui nous a enseigné aux réalités, aux faits. Le Congo, c'est ce qu'on appelle les sources du Nil. Les sources du Nil, de façon séculaire, c'est ce que tout le monde a recherché. C'est ce qui a amené Livingstone, Stanley sur les territoires. Le Congo a été pillé de telle manière que c'est comme si on vous amène un éléphant et puis on met 2 fourmis. On a pillé ce pays, on a payé ce pays. C'est-à-dire même le pied de l'éléphant, ils n'ont pas fini de manger. Les gens le veulent. C'est trop gros pour être pillé. Donc à un moment, il faut que les gens posent cette question sur la table, parce que le Congo, stratégiquement pour l'Afrique, c'est la question de notre agriculture, de notre énergie, c'est la question de nos indépendances. Merci beaucoup. À vous, Russe Donkovi. Alors, on revient à la question, Louis Kamako. Un sommet entre les deux communautés est-il envisageable en matière de réussite? Et si oui, qu'est-ce qui fera l'objet de discussions? On sait que ce sera la question sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais comment l'imaginez-vous quand on sait que les deux communautés, comme je le disais tout à l'heure, ne parlent pas de la même voie en matière de résolution de cette crise? Non, mais je crois que cette proposition d'organisation d'un sommet conjoint, c'est le service minimum, hein. C'est le moins qu'on puisse demander à ces deux organisations, parce que c'est sur ce plateau que nous avons tiré à boulet rouge sur l'inaction en fait de la communauté internationale. Face à cette crise-là, nous avons condamné le silence coupable en fait d'une institution comme l'Union africaine, et tout en oubliant que la situation en fait ou bien la responsabilité est beaucoup plus imputable à une communauté de développement de l'Afrique australe et à une communauté de l'Afrique de l'Est, parce que le Rwanda et le Congo, qui aujourd'hui en guillemets s'entretuent, en fait sont membres de ces deux organisations-là. Donc quand à un moment donné elles ont compris qu'il faille justement aller à une négociation, bien aller à une table de négociation, je pense que c'est ce qui est le plus facile aujourd'hui à proposer. Mais sauf que dans le contenu, voilà, sauf que tu le disais tout à l'heure que les deux organisations ne parlent pas d'une même langue. Vous avez la SADC qui a aujourd'hui qui soutient aujourd'hui Mordicus le Congo, qui est même prête à intervenir militairement, qui envoie déjà des militaires sur le terrain, qui sont déjà sur le terrain. Vous avez l'AEC qui demande au Congo de discuter avec le M23, ce que Tshisekedi ne veut entendre d'aucune oreille. Donc ça veut dire que quelque part à la base les données sont faussées,
et que aller à ce dialogue-là va ressembler à ce qu'on peut appeler Pujala. Donc, il n'y aura pas de discussion consensuelle, il n'y aura pas d'un accord consensuel qui pourrait sortir de de cette table de négociation. C'est pour ça que je dis... C'est morné. Ouais, c'est un morné. Je ne veux pas être prophète de malheur, mais je pense que cette assise-là, elle est mornée. Et pourtant, vous étiez optimiste à l'idée de le voir se rassembler. Oui, mais c'est mon souhait, mais sauf que puisque les deux organisations ne parlent pas d'une même langue, on connaît déjà la position de tout un chacun. Lorsqu'ils seront... Peut-être que chacun va mettre un peu d'eau dans son vin. Ouais, c'est ce que je souhaite, qu'il y a ce qu'on appelle lâcher prise là, qu'à cette réunion-là, que les gens essaient justement de mettre un peu de leur vin, que les gens décident en fait de perdre quelque chose et de gagner quelque chose. Mais si ce n'est pas le cas, je pense qu'on va aller perdre de temps. D'autant plus que le conflit en question, on l'a dit que ça date, c'est plus de 3 décennies. Horus parlait de 60 ans de conflit. Donc ça veut dire que ce n'est pas la première fois que les deux organisations vont aller à une table de négociation. Ce qui manque là-bas, c'est qu'il y a, comme je l'ai toujours dit, il y a eu une forme d'hypocrisie qui se cache dans ce conflit-là. Vous avez le Rwanda qui a le soutien de certaines puissances étrangères. Et plusieurs rapports l'ont démontré à plusieurs reprises, même si Paul Kagame tente de le nier. Donc vous avez aujourd'hui le M23 qui a le soutien, je pense que beaucoup d'experts l'ont dit, qu'il y a le soutien des Nations Unies et tout cela. Et donc, il y a le soutien du Rwanda peut-être. Voilà, donc c'est pour ça beaucoup parlent d'une guerre de procuration. C'est-à-dire que Paul Kagame mène la guerre à travers le M23. À travers le M23. Donc pour eux, c'est une guerre de procuration. Donc tout cela s'est avéré que le problème en fait, ou bien la résolution qui importe aujourd'hui, c'est qu'on arrive à chercher de nouveaux partenaires. Des nouveaux partenaires qui sont réellement intéressés par la paix à Goma. Il faut justement se démarquer de ce que nous voyons déjà. Il faut se démarquer des rapports des Nations Unies, de l'ONU, qui tout le temps accusent le M23, mais qui justement n'agissent pas comme cela se doit pour régler le problème une fois de bon. On a vu que les mécanismes de pacification, bien des règlements proposés par les AEC se sont montrés infructueux. Vous l'avez dit tout à l'heure. Et donc ça veut dire qu'il faut à un moment donné changer de paradigme. Changer de paradigme, ce n'est pas justement aller encore à une table de négociation, mais prendre des décisions courageuses. Parce qu'on a dit, tout ce qu'on a déjà expérimenté, ça n'a pas donné grand-chose. Il faut justement aller vers autre chose. C'est pour ça que je dis que cette rencontre-là, ou bien cette négociation, pour moi, ne serait qu'une perte de temps. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est d'aller vers d'autres partenaires, chercher des gens qui sont réellement intéressés par la paix à Goma, chercher des gens qui veulent justement que cette crise-là, qui a longtemps duré, cesse en fait. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Alors, Credo Tété, on le disait tout à l'heure, la semaine dernière, ou il y a de cela quelques jours, le président kenyan avait annoncé une rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. La rencontre devait avoir lieu quelques jours après la prise de Goma par les rebelles. Finalement, Tshisekedi a décidé de ne pas prendre part à cette rencontre parce qu'il estime qu'il ne pourra pas aller discuter avec quelqu'un qui attaque son pays à travers le M23. Et c'est dans le même contexte que les deux communautés vont se rencontrer et annoncent une rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame le samedi prochain. Est-ce que pour cette fois, les deux dirigeants vont décider de se rencontrer? Parce que je rappelle, bien avant cela aussi, celle de l'Angola aussi a échoué. Là, c'est le Congo qui était, c'est le Rwanda qui était absent. Est-ce que cette fois-ci, ils ont déjà fait match nul, je pense, ils vont décider quand même de se rencontrer et de se dire la vérité pour trouver une solution, selon vous? Oui, moi, je voudrais planter un décor. Autrefois, si on peut se permettre cela, ce qui n'a pas prospéré avec le président kenyan, je dis, autrefois, ce sont les deux pays qui avaient opposition assez extrême, qui n'ont pas pu se rencontrer. Mais aujourd'hui, il y a l'implication de l'EAC comme de la SADC. Donc, je dis, ce sommet conjoint permettra à coup sûr que ces deux pays se rencontrent et discutent de l'essentiel. Parce que l'essentiel aujourd'hui, c'est d'arriver à avoir, disons, une trêve, une paix, et que ce conflit puisse avoir
début de fin pour espérer d'autres pistes de règlement. Donc je dis, il ne faut pas être aussi utopique pour dire que ce sommet conjoint va régler tous les problèmes entre le Rwanda et la RDC, mais c'est déjà un début de solution. Un début de solution. Donc il faudrait que nous puissions encourager cette rencontre entre les deux chefs d'État pour qu'ils essaient de s'accorder sur l'essentiel. Vous êtes optimiste à l'idée de sauver le Congo parce que pour Russes, on est en train d'assister impuissant à une partition du Congo. Non, je dirais, si nous considérons l'Est de la RDC avec sa richesse en ressources naturelles, aujourd'hui, si on doit faire l'état des lieux, donc il y a une grande, un fort taux de pourcentage qui est déjà parti ailleurs. Je ne dirais pas systématiquement au Rwanda, mais c'est qu'il y a d'autres intérêts. Il y a déjà une partition de la RDC, en d'autres termes? Oui, non seulement cela, mais je parlerai beaucoup plus de les forces qui sont en présence aujourd'hui, c'est des forces d'intérêt. Les forces d'intérêt qui se cachent naturellement derrière ces entités pour essayer de poser les problèmes afin qu'on ne puisse pas arriver à une entente entre les deux pays. Mais aujourd'hui, aussi bien pour le Rwanda que pour la RDC, il y a cette nécessité d'arriver à l'essentiel. C'est aussi vrai que ce conflit qui dure depuis plus de 3 ans, il y a eu des cessez-le-feu, une demi-douzaine de cessez-le-feu qui n'ont pas prospéré, mais systématiquement, ces cessez-le-feu ont été rompus. Mais aujourd'hui, avec, disons, cet effet d'annonce du M23 d'aller sur un terrain de cessez-le-feu humanitaire, donc c'est dire que les responsabilités sont en train d'être mesurées au niveau des parties prenantes. Donc il faudrait que nous puissions être positifs, mais être positif aussi ne voudrait pas dire être aveugle sur les bords. Il y a cette nécessité que les deux chefs d'État se retrouvent, se parlent et puis s'accordent sur le nécessaire. Alors, Russe, oui. Est-ce qu'il y a des chances de sauver le Congo? Parce que selon vous, on est en train d'assister à une partition de ce pays. Mettons que une partition, factuellement, oui. Parce que un territoire dont vous n'avez plus le contrôle, qui n'est plus à vous, et qui est à l'autre, qui l'exploite et qui en fait ce qu'il veut, de façon, c'est une partition qui ne dit pas son nom. Maintenant, je pense que le souci qu'il y a avec les deux présidents, c'est qu'ils ne parlent pas le même langage. Ils n'ont pas la même histoire, ils n'ont pas le même vécu, ils n'ont pas la même manière de procéder. Kagame est un ancien rebelle, c'est un homme d'armes, et donc, mettons qu'il est pragmatique et froid. Tshisekedi est beaucoup plus dans les mondanités. Donc je pense qu'il y a un problème au niveau du langage. Aucun des interlocuteurs ne retrouve en l'autre un répondant. Je ne vois pas... pour moi, Kagame, s'asseoir, discuter, c'est pas. Je trouve que Tshisekedi n'a pas la stature forte de l'homme d'État qui permet à en imposer à quelqu'un comme Kagame. Le simple fait que sur 2 mandats, il n'ait pas pu organiser la résistance, l'armée de son pays, en sachant que c'est un pays qui est déjà attaqué à l'époque des présidents qui étaient avant lui, dit tout. C'est pas lors de l'attaque que vous dites oui, il faut faire la conscription, organiser l'armée. C'est pas au moment de l'attaque. C'est quelque chose qui se prépare. Vous avez déjà été attaqué et en sous-marin, vous préparez cette résistance-là. Maintenant, après, je sais que ça va choquer les gens. Mais après, il faut quand même se poser la question de savoir, pour que je suis obligé, d'ailleurs c'est l'objet de nos débats, c'est qu'il faut parfois choquer un peu la pertinence critique des gens, c'est que c'est quoi un Congo qui serait géré à la rwandaise? Un Congo au maximum de ses potentialités, géré avec de la rigueur rwandaise. Qu'est-ce que ça serait? Donc c'est pour ça que je dis, à un moment, au niveau de l'Afrique, on doit apprendre mettons une nouvelle résolution de conflit et il faut oser poser la question de la fédération, d'une fédération congolaise ou d'une fédération des Je vous imagine avec une fédération gérée par Paul Kagame, à vous suivre. Pardon? Avec une fédération gérée par Paul Kagame. Non, pas du tout. Mais justement, le problème... Non, pas du tout, justement. Mais j'aime bien le fait que tu aies la précision pour que les gens ne confondent pas. Tout simplement parce qu'une fédération d'États
pousse à l'intégrité et à la rectitude dans la gestion des affaires. Si vous êtes plusieurs États à être impliqués, je donne un exemple, si demain le Togo se met avec le Bénin ou le Ghana, il y a des choses de façon financière, de façon économique, de façon stratégique, de façon militaire que vous ne pouvez pas vous permettre. Okay. Vous êtes obligé d'une certaine forme de rigueur. Merci beaucoup à vous, Horus. Donc, Louis Kamako, une rencontre à Tshisekedi Kagame est-elle envisageable au regard de toutes ces rencontres qui ont échoué? Oui, la rencontre, en fait, elle est envisageable. C'est devenu aujourd'hui, pour moi, un pis-aller. Parce que tout le monde craigne que le conflit ne se généralise dans la sous-région. Donc aujourd'hui, on doit justement aller à cette étape de négociation. D'autant plus que, comme on l'a dit, Goma n'est plus entre les mains aujourd'hui des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc cette rencontre-là, elle est indispensable pour les uns et les autres. D'autant plus que nous l'avons également dit, et je crois que Horus là est bien martelé en justement mettant l'accent sur l'échec cuisant en fait de Félix Tshisekedi dans la résolution de cette crise-là. Parce que cette crise-là ne date pas d'aujourd'hui et lui justement aurait pu justement se servir en fait ou bien je sais pas, prendre l'exemple sur les autres pour justement régler ce conflit. Mais il ne l'a pas fait. Il était dans l'opposition. Il a ouvertement critiqué en fait ceux qui étaient au pouvoir de ne pas pouvoir justement mettre à la disposition de l'armée régulière des moyens nécessaires pour venir à bout du M23. Ça fait bientôt 10 ans qu'il est là. Il n'a rien fait dans ce sens-là. Ça veut dire que c'est un manque de volonté manifeste de la part des dirigeants gouvernants. Donc c'est pour ça que la situation est arrivée à une étape, il faut justement réagir. Réagir, c'est de permettre à ce que cette table de discussion-là ait lieu pour pouvoir essayer de colmacher les brèches. Vous pensez qu'elle aura lieu? Elle doit avoir lieu, d'autant plus qu'elle est souhaitée par les deux organisations auxquelles sont membres le Rwanda et le Congo. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.